J'ai la joie d'ouvrir ce 19e webinaire du CEMA, donc ce soir consacré à la médiation administrative, en présence des magistrates Elsa Costa et Ève Coblence, qui sont autour de moi et dont je remercie chaleureusement la présence. Alors, on va attendre encore un tout petit peu parce que là, il faut laisser... bonsoir à tous. Il faut laisser là un petit peu les personnes arriver. Et nous allons essayer d'avoir une soirée la plus interactive et la plus animée possible. C'est pour ça que ce soir, on va vous proposer d'intervenir selon des modalités que nous n'avions pas encore utilisées jusqu'à présent et nous espérons qu'elles vont vous plaire. Donc, encore une fois, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de pouvoir animer ce soir ce webinaire sur la médiation administrative, donc, puisque nous avons eu envie de vous partager plein d'informations sur cette médiation administrative qui se développe à toute vitesse et qui va nécessiter de gros besoins en médiateurs. Donc, il nous a paru vraiment important d'y consacrer au moins cette soirée, et d'ailleurs d'autres événements dont je vous parlerai après, parce que cette médiation administrative, nous savons, mais ce sera développé un petit peu plus tard, qu'elle est apparue par la loi de 2016, du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle. Elle a été complétée tout récemment tout récemment, comme on a des lois qui tombent absolument tout le temps, mais celle de 2019, du 23 mars 2019, avec un décret d'application en 2017 du 18 avril relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif. C'est pour ça que ce soir, je suis donc entourée de 2 juges administratifs que je vais vous présenter maintenant, en la présence d'Elsa Costa. Alors, Elsa, nous avons décidé de continuer à nous tutoyer devant vous, puisque en fait, en travaillant à ce webinaire, eh bien, la sympathie a été telle qu'on s'est mis à se tutoyer, puis on s'est dit, bon, on va pas vous le cacher, on s'entend très très bien et on se tutoie. Donc, restons cool. Alors, Elsa Costa, tu es... Nathalie. Bonsoir Elsa. Donc, tu es ce qu'on a dit ancienne magistrate parce que je crois que tu es en disponibilité. Est-ce que c'est bien ça, hein? Donc, Oui, c'est ça. ancienne magistrate administrative, titulaire du diplôme universitaire de médiation de l'IFOMEN, formée aux techniques de créativité. Et ça, j'ai pu déjà m'en apercevoir. Tu as plein d'idées. Tu interviens aujourd'hui en qualité de médiatrice administrative à la demande des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. En parallèle, tu développes une activité d'accompagnement des organismes publics pour la prévention, la gestion des conflits et la conduite de projets collectifs. Et tu es formatrice en modes amiables et en intelligence créative. Voilà pour toi, Elsa. De ton côté, Ève, Ève Coblence, ancienne directrice d'hôpital, tu as rejoint la magistrature administrative en 2011, tu es formée en psychothérapie et en médiation, tu as une expérience à la fois dans la gestion des personnes et des organisations et une expertise juridique dans tous les domaines du contentieux administratif. Aujourd'hui, tu es référente médiation au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et membre du comité justice administrative et médiation installé par le Conseil d'État et au sein desquels tu œuvres au développement de la médiation administrative. Et sur ces excellentes bases, nous allons donc pouvoir développer plein de points sur la médiation administrative, des chiffres, des perspectives, de la prospective. Et aussi, je voudrais signaler à tous
on va vous demander de vous mettre sur le site menti.com. Alors voilà, merci Elsa. Déjà, voilà. Menti.com, ça va nous permettre d'avoir une interactivité en dehors du chat. Vous utilisez le code qui est à l'écran, c'est-à-dire 71 90 84 89. Et comme ça, vous rejoignez notre site menti.com de ce soir qui va nous permettre de faire des sondages et de mieux vous connaître et de mieux interagir avec vous. Donc, si vous voulez bien jouer un petit peu avec nous, voilà. Donc, on a déjà une réponse. Montpellier nous regarde. Bonjour Montpellier. On espère qu'il fait beau à Montpellier parce que nous, on est dans la région parisienne et aujourd'hui, c'était gris et froid. Mais je crois que la météo n'est pas très clémente en ce moment sur l'Hérault. Ah oui, ouais. D'accord, ok. C'est ça, vous pouvez vous connecter donc voilà, pour la Rennes, Nancy, Metz, voilà, ça c'est très bien. La Rochelle, ça vient de tout le monde. Pau, Antony, Liban, bonjour le Liban, bonjour, une affection particulière pour le Liban. Osny, Vincennes, Rouen, Neuilly, Bretagne. Les Sables d'Olonne. On voyage, c'est très agréable. Ça vous fait rêver. Oui, ça fait rêver, oui. Voilà. On peut juste dire que nous sommes toutes les trois en Île-de-France. Oui. Pas du tout aux mêmes endroits, mais en Île-de-France, toutes les trois. C'est ça. C'est ça. OK. Donc, on va continuer de profiter de cette diversité géographique en vous disant, et je vais passer la parole peut-être à Elsa, si tu veux commencer. Oui, merci Nathalie. Alors, je viens de changer de slide pour justement un peu mieux connaître les personnes qui nous rejoignent et pouvoir vous apporter un peu les éléments qui seront pour vous pertinents et voir si parmi vous, il y a plus de médiateurs, des avocats, des magistrats. Alors, on a mis des citoyens, non pas que les avocats, médiateurs, magistrats ne soient pas des citoyens, mais c'était faute de mieux. Donc, là, on commence à voir qu'il y a énormément de médiateurs. Alors, après, c'est réducteur parce qu'il y a beaucoup d'avocats médiateurs aussi. Hein. Donc, bon, j'ai envie de dire, si vous êtes les deux, de quel côté balance votre cœur, plus du côté avocat, plus du côté médiateur. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de médiateurs hein, pour le moment qui nous rejoignent. Donc, je pense que le webinaire qu'on a préparé, justement, on l'a un peu pensé. Notre intention, c'était de vous permettre de mieux comprendre les spécificités de cette médiation administrative. Donc, si parmi vous, il y a des médiateurs généralistes qui ont envie de se lancer dans ce domaine particulier de la médiation, bah, ce webinaire, on l'a pensé pour vous. Et donc, sans plus attendre, peut-être on va commencer. Alors, enfin, on a déjà commencé, mais continuer dans l'interactivité. Alors, juste pour mieux affiner un peu vos attentes, la médiation administrative, ça vous intéresse de la connaître? Vous la pratiquez déjà ou vous voulez la pratiquer et qu'est-ce qui l'emporte finalement sur votre envie de participer à ce webinaire? Donc, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent la connaître, qui la pratiquent déjà un petit peu. Et d'autres personnes, on voit, qui souhaiteraient la pratiquer. OK. Bon, je pense que c'est assez révélateur et ça ne nous surprend pas beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'était un petit peu ce qu'on avait en tête. Mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui pratiquent déjà la médiation administrative, donc c'est intéressant de voir qu'elle n'est pas inconnue par les personnes qui nous ont rejoints. Tout à fait. Et n'hésitez pas justement à poser des questions dans le chat qui soient pointues, des réponses qui seraient utiles justement à votre pratique dans ce domaine particulier de la médiation. Oui, tout à fait, des observations et même des illustrations éventuellement. Hein. S'il y a déjà de la pratique, on peut compléter nos propos.
Voilà. Oui, moi, je suis intéressée par toute interaction. Comme je vous le disais, comme le disait Nathalie, je suis membre du comité JAM. C'est un comité dans lequel ne siègent que des magistrats et qui a vraiment pour but de conseiller les tribunaux, de donner des avis techniques, mais aussi de tout niveau pratico-pratique au Conseil d'État pour essayer de développer la médiation à tous les niveaux. Et de permettre voilà, de la faire vivre de la manière qui convient le mieux. Donc surtout, n'hésitez pas à travers le chat à donner vos impressions et à poser les questions qui vous semblent pertinentes sur peut-être, on va en parler beaucoup, mais les freins que vous voyez à la pratique de la médiation administrative et tout l'intérêt que vous y voyez aussi, mais les questions que ça vous suscite. Très bien. Alors, peut-être sans plus attendre, aborder un petit peu très rapidement l'historique de la médiation administrative. Alors, c'est vrai que, hormis la création de médiateur de la République en 1973, le terme médiation a très, très longtemps et majoritairement été réservé à la sphère privée. Hein. On parle de médiation familiale, médiation de la consommation, médiation du travail, encore médiation pénale. Et la loi du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions, a accompagné ce mouvement en excluant expressément la sphère publique du champ de la médiation. Et les rares fois où on parlait de médiation en matière administrative, donc certains ouvrages un peu spécialisés de publicistes, c'était de la médiation institutionnelle, qui certes est un volet de la médiation administrative, mais qui est loin d'en épuiser tous les aspects. Hein. Médiation institutionnelle, qui est cette médiation pratiquée au sein de certaines administrations qui ont décidé, dans des soucis de transparence et pour faire remonter des dysfonctionnements éventuels de l'administration ou encore nouer un dialogue avec leurs usagers, qui ont instauré des médiateurs propres internes. Hein, on connaît les médiateurs des collectivités territoriales comme le médiateur de la ville de Paris, médiateur de Pôle emploi, ou des médiateurs encore d'autres villes. Mais ça s'arrêtait là. Et seule la conciliation, finalement, et pas la médiation, était évoquée dans les textes. Hein. L'ancien article L3 du Code des tribunaux administratifs et co-administratifs d'appel donnait au juge administratif une mission de concilier les parties. Et cet article, plus tard, devenu article 211-4 du Code de justice administrative, permettait au juge soit de mener une conciliation en direct au juge de première instance, puis au juge administratif d'appel, soit de mener une mission de conciliation en direct, soit de désigner un tiers en charge de concilier les parties. Mais en aucun cas, il n'était fait mention de médiation. Et ce terme de médiation a fait irruption dans le paysage administratif très récemment par la loi du 18 novembre 2016, dont Ève va nous dire un mot. Alors oui, c'est vrai que c'est une irruption, comme tu le dis, parce que c'était pas forcément, nous, au sein des magistrats, c'était pas forcément une préoccupation pour nous. Ça fait partie des éléments qui aujourd'hui peuvent être identifiés pour qualifier la médiation administrative. C'est qu'en fait, elle est très récente. C'était pas une demande qui venait du corps des magistrats, mais c'est vraiment une évolution, comme dans tous les domaines de la société. Imaginer qu'on puisse avoir recours à la médiation pour mieux régler certains litiges était tout à fait dans l'air du temps. Mais lorsqu'elle se met en place en 2016, c'est vrai que nous n'étions pas forcément préparés ni immédiatement opérationnels pour la mettre en place. Donc, on va en parler un petit peu précisément parce que je vais vous donner quelques éléments chiffrés. Mais c'est vrai qu'à partir de 2017 et du décret donc, qui a été évoqué tout à l'heure par Nathalie, on commençait à avoir la possibilité concrètement de prescrire des médiations à l'initiative du juge, c'est-à-dire que tout simplement, dans l'ensemble des requêtes qui arrivent dans les tribunaux ou dans l'ensemble des requêtes qui sont déjà enregistrées dans le tribunal, on va identifier des litiges dans lesquels on imagine qu'il pourrait être intéressant que les parties s'entendent ou se rencontrent via la médiation. Donc, c'est aujourd'hui une procédure de droit commun. Elsa vous en a expliqué un petit peu l'histoire. Et ça veut dire qu'on peut effectivement très facilement
avoir recours à la médiation. Concrètement, ce sont les magistrats ou même les agents de greffe qui peuvent identifier les dossiers. On va ensuite écrire aux parties ou bien les contacter par tout moyen, mais un des moyens auxquels on a le plus recours, c'est de leur écrire et de leur proposer d'entrer dans un processus de médiation. Alors là, déjà, vous comprendrez que les parties vont réagir d'une certaine manière. Pour la médiation administrative, certains d'entre vous la connaissent. Nous avons toujours une personne privée ou une entreprise qui va saisir le tribunal d'un litige qu'elle a avec la puissance publique. Donc, une administration, ça peut être une collectivité territoriale, un établissement public, l'État avec tous ses multiples représentants. Donc, en fait, il y a d'emblée la circonstance particulière que l'une des parties est une entreprise ou une institution publique. Donc là, ça crée déjà une situation un petit peu particulière sur laquelle on va revenir dans la posture du médiateur. Mais en tout cas, nous cherchons au sein du tribunal, pour développer la médiation, nous cherchons à obtenir l'adhésion évidemment des personnes qui nous saisissent, la plupart du temps ce sont des requérants, et des administrations qui vont, c'est très important qu'elles adhèrent à la médiation, qu'elles la connaissent elles-mêmes pour pouvoir y donner suite. Donc ça fait partie aussi de l'enjeu pour nous assez fort de faire en sorte que la médiation soit connue par les administrations pour qu'elles voient l'intérêt d'y entrer. Concrètement, lorsque un litige entre en médiation, lorsqu'une médiation est ordonnée, ces modalités sont décrites par le Code de justice administrative maintenant, dans sa partie législative et dans sa partie réglementaire. On peut revenir à la slide précédente, Elsa. Et en fait, le recours à la médiation suspend les délais de recours contentieux et suspend aussi les prescriptions. Donc, c'est très important que les parties soient bien au clair sur le fait que pendant la médiation, le litige devant le tribunal va être en quelque sorte figé. Et ça pour permettre en fait à la médiation de se passer dans les meilleures conditions. Donc, pour vous, en tant que médiateur, c'est important de savoir que nous, on ne fait rien, on ne fait pas de mesures d'instruction, on n'a pas d'échange avec les parties pendant que le dossier est en médiation. Donc ça, les tribunaux sont, je pense, tous très attentifs à cela. Et bien évidemment, ces articles du Code de justice administrative décrivent les conditions dans lesquelles on va désigner un médiateur pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Donc, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Donc, pour cette durée-là, et nous allons aussi, dans une ordonnance en fait, qui désigne le médiateur, indiquer, selon les tribunaux, indiquer la rémunération qui peut être envisagée pour cette médiation. Donc voilà un petit peu les modalités qui sont très précises. Je répondrai à toutes vos questions sur ce point. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où l'ordonnance est prise, la médiation peut commencer. Donc, les médiateurs peuvent prendre contact avec les parties. Nous, on essaye aussi de donner un maximum d'informations aux médiateurs pour que cette phase d'entrée en contact avec les parties puisse se passer le mieux possible. Mais je rentrerai peut-être un petit peu dans les détails parce qu'on a en fait différentes portes d'entrée finalement et les médiateurs peuvent avoir différents types de contacts avec le tribunal. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard. Peut-être que je peux continuer sur ce que je disais au tout début en ce qui concerne le fait que c'est une démarche qui est récente. Alors 2016, ça peut peut-être ne pas vous paraître récent, mais lorsqu'on essaye de mettre en place vraiment, de développer cette nouvelle manière de prendre en compte les litiges, pour nous, ça nécessite une vraie acculturation. Alors vous avez en face de vous ce soir une ancienne magistrate et une magistrate en exercice. Donc, nous, bien évidemment, nous sommes parfaitement convaincus de la médiation. Il y a quand même, si ce n'est une réticence, au moins une méconnaissance de la part des magistrats et dans les tribunaux, parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, de ce que c'est que la médiation. Donc,
l'un de nos rôles à nous qui portons la médiation dans la juridiction administrative, c'est d'expliquer, de montrer son intérêt. Donc ça fait partie de ce qu'on peut imaginer faire à la fois dans les tribunaux et les cours, mais sous l'impulsion vraiment forte du Conseil d'État qui vraiment souhaite mobiliser le maximum les juridictions sur la médiation, notamment en fixant des objectifs aux chefs de juridiction, puisque chaque année, ils doivent s'engager sur un nombre de médiations et chercher à atteindre cet objectif. Donc, c'est vrai que c'est une acculturation qui est un petit peu, je ne dirais pas qu'elle est lente, mais en tout cas, elle est l'objet d'une vraie attention de la part du Conseil d'État, parce que c'était d'abord porté par le précédent vice-président, et tous les vice-présidents qui se sont succédés à la tête du Conseil d'État sont aussi vraiment convaincus de l'intérêt de cette médiation. Alors aujourd'hui, concrètement, pour les médiateurs qui travaillent déjà dans la médiation administrative, vous le savez, et je le dis pour les autres, les référents médiation, il existe des référents médiation dans chaque juridiction. Donc moi, je suis référente médiation pour ma juridiction et il n'existe pas d'organisation uniforme partout. Il y a toujours au moins un magistrat qui est référent médiation et il y a une ou plusieurs personnes du greffe qui sont également référentes, puisque vous l'aurez compris, il y a un travail une sorte de travail de secrétariat pour envoyer des courriers pour proposer les médiations, faire des relances, établir des ordonnances de désignation du médiateur une fois que les parties ont donné leur accord, puis ensuite faire des ordonnances qui peuvent être des ordonnances d'allocation provisionnelle ou de taxation. Ça, c'est la partie financière. Justement, Nathalie, oui, tu as une question? Oui, je voulais juste souligner que quand on a préparé ce webinaire, moi, je vous ai souligné à vous que, en tant qu'avocate, j'étais surprise d'apprendre tout ce travail qui se passe dans les juridictions, qui fait que la médiation représente quand même un certain temps passé pour vous et surtout pour vos greffes, en fait, qui n'est pas négligeable, qui est un travail qui prend du temps. Voilà. Donc la médiation, c'est pas seulement pour vous une forme de délégation de travail envers les médiateurs, ça représente aussi une certaine quantité auquel vous vous consacrez, vous y passez du temps. Enfin, il y a cet aspect-là des choses que nous, de l'autre côté, nous méconnaissons. Donc, voilà, je voudrais juste insister sur la conversation que nous avions eue sur le fait que la médiation représente, enfin, les greffes y consacrent et les juges y consacrent quand même pas mal de temps. Oui, c'est vraiment aujourd'hui, ça commence à entrer vraiment dans les mœurs. Alors, je vois dans les commentaires qu'il y a des personnes qui pratiquent la médiation administrative. C'est tout à fait exact qu'on y passe du temps et comme le souligne une de nos participantes, on utilise différentes modalités. Donc, je vous parlais des courriers. Je vois que Marie-Anne parle des ordonnances 2 en 1. C'est vrai qu'on utilise aussi, on crée des petits outils, on essaye de trouver des solutions pour faciliter le dialogue entre les parties pour lesquelles on envisage une médiation et les médiateurs pour déjà les mettre en relation avant même que la médiation ne commence. Ça, c'est ce qu'on appelle les ordonnances 2 en 1, où en fait, par cette ordonnance, on va déjà désigner un médiateur pour prendre contact avec les parties et parler de ce que c'est que la médiation pour peut-être les emmener dans le processus qu'il assurera ensuite. Donc, c'est vrai qu'on y consacre du temps, on y consacre de l'énergie. C'est vrai que alors, tous les magistrats aujourd'hui ont en tête qu'ils doivent trouver des dossiers à proposer à la médiation. Et en fait, il y a différents types de modalités d'entrée. J'en dis un tout petit mot, que les médiateurs sachent. Nous, on est à la fois attentifs à ce qu'il y ait des médiations dans des dossiers, par exemple, dans lesquels on se dit le juge ne va pas
apporter grand-chose. Nous, on va trancher et en fait, ça va pas être la vraie solution du litige. Donc, quand on imagine que c'est pas la meilleure réponse ne viendra pas du juge, on essaye de la proposer en médiation. Là où on essaye de la proposer aussi, c'est que quand on trouve que des dossiers au contentieux, par exemple, la solution n'est pas évidente parce qu'en fait, la solution, elle se situe ailleurs dans le relationnel entre les parties. On se dit, OK, nous, on peut rentrer dans la technique juridique et on peut trouver une solution à ce dossier, mais il y a certainement quelque chose d'autre qui se joue et qui est vraiment dans le relationnel entre les parties. Donc là, on l'identifie aussi. En fait, on essaye, et je peux en témoigner pour en discuter beaucoup avec mes collègues magistrats et dans mon tribunal, mais aussi au sein du comité JAM et et avec d'autres collègues, d'autres référents médiation, puisqu'on discute les uns avec les autres. Il y a vraiment des sensibilités chez les magistrats qui s'expriment. Donc, selon les présidents de chambre ou selon les personnes, selon les matières aussi, on va vraiment identifier des dossiers pour les proposer à la médiation. Et donc, dans ces cas-là, les référents médiation peuvent jouer un rôle de conseil, mais parfois pas nécessairement. Ils ne servent pas de filtre. En fait, les chambres de jugement peuvent proposer directement des dossiers à la médiation. Et donc, ça dépend vraiment des personnes qui vont s'en charger. Voilà, donc si vous travaillez certains d'entre vous avec d'autres tribunaux, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont très impliquées, il y a des référents médiation qui sont très impliqués, mais il y a aussi des magistrats qui en ordonnent beaucoup. Donc, c'est encore aujourd'hui en montée en puissance, et je vais parler des perspectives dans quelques instants au niveau des chiffres, mais on est vraiment dans une montée en puissance qui est certaine. Ensuite, il est vrai que on va également parler du taux d'accord. Je vois qu'il y a quelqu'un qui précise que les médiations 2 en 1 augmentent le taux d'accord. C'est vrai que ce taux d'accord, il est très important pour nous, non pas pour mettre la pression aux médiateurs. Hein. Bien sûr, on est très conscient que les médiateurs jouent leur rôle pleinement et que de toute façon, il y a des incertitudes dans la conduite d'une médiation, mais c'est un des éléments qui est un des facteurs clés de succès. Moi, lorsque il y a des dossiers qui sortent du tribunal parce qu'il y a eu un accord de médiation et que c'est le meilleur moyen pour que les magistrats me disent « Ah mais oui, ça marche la médiation, c'est super ». Et notamment sur des dossiers qui auraient été au contentieux, des dossiers complexes à traiter, qui auraient pris beaucoup de temps, sans véritablement que l'on imagine qu'il y ait une vraie valeur ajoutée du juge. Enfin, on est quand même assez conscient, je parle pour mes collègues, on est quand même assez conscient de cette nécessité-là. D'avoir une valeur ajoutée et parfois le jugement n'est pas la meilleure solution. Alors c'est vrai qu'on a énormément de requêtes qui rentrent dans un tribunal. Nous, dans notre tribunal à Cergy-Pontoise, il y a 15 000 requêtes qui entrent chaque année. Et la médiation, cette année, notre objectif, c'était d'en avoir 50 en 2021. Donc vous voyez, on n'est pas du tout là, notre objectif, c'est pas de résorber nos stocks avec la médiation. C'est vraiment d'aller vers quelque chose de qualitatif et de quelque chose qui soit plus satisfaisant pour les parties. Et il y a aussi, je ne vous le cache pas, des magistrats qui disent « mais non, ça ne marchera pas, ça ne nous intéresse pas ». Il y a aussi beaucoup d'acculturation à mettre en place, dans la mesure où, justement, vous qui êtes médiateur, vous savez que quand il y a conflit et quand il y a cristallisation d'un conflit, c'est peut-être parfaitement bien le moment d'avoir une médiation, mais du point de vue du juge, il y a beaucoup de réactions qui sont de dire « Ah non, mais là, ils ne voudront jamais entrer en médiation ». Et donc, moi, je leur dis, ne jugez, n'imaginez pas ça pour eux. Laissez les parties choisir si elles entrent ou pas en médiation, parce qu'il y a une autocensure déjà des magistrats qui est de dire « Oh là là, non, mais là, le conflit est trop avancé ». Et moi, j'essaie de leur dire « Non, justement, le conflit est là, c'est là que prend place la médiation ». Donc, c'est vraiment encore quelque chose qu'on a à tricoter, en fait, de ce nouvel état d'esprit.
Ce qui fait qu'on est tous, ceux qui œuvrent pour la médiation dans la juridiction administrative aujourd'hui, essayent vraiment de faire passer ce message-là. Donc ça, ce sont les référents médiation qui sont un peu les chevilles ouvrières de ce point-là. Moi, je vous conseille, même si on va en reparler plus tard, quand vous souhaitez travailler dans un tribunal, de contacter les référents médiation. Alors, on n'est pas toujours hyper réactif. Ça, je le dis, je demande pardon à ceux qui nous contactent parce qu'on fait ça en fait en plus de nos fonctions. Donc moi, j'ai un peu de temps, j'ai le droit de consacrer un peu de temps à la médiation, je dirais, mais la situation des tribunaux aujourd'hui est telle que on fait tout ça en plus de nos fonctions juridictionnelles. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. Ne vous inquiétez pas si on ne vous répond pas tout de suite. Voilà, simplement, c'est des fonctions qui nous demandent du temps et de l'énergie. Oui, c'est ça, c'était un petit peu le point. Alors, j'ai quelques questions. Oui. Donc, est-ce que vous voulez bien qu'on les pose dès maintenant parce que oui, ça va pouvoir susciter de nouvelles derrière. Alors, une question, c'est est-ce que les médiateurs sont salariés ou auto-entrepreneurs? Alors, les médiateurs, ils ont plusieurs statuts. On parlait en introduction des médiateurs institutionnels qui sont engagés par des administrations en leur sein pour interagir avec les usagers de ces administrations. Eux, c'est des agents publics. Donc, soit c'est des agents qui se sont formés à la médiation et sont sur un poste de médiateur, soit c'est des médiateurs recrutés en tant qu'agents contractuels ou même titulaires. La plupart des médiateurs sont des médiateurs à titre libéral. Donc, ça peut être des auto-entrepreneurs s'ils ne dépassent pas en termes de chiffre d'affaires le seuil de l'auto-entrepreneuriat ou des médiateurs qui créent des sociétés, des SAS, des SARL, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, tout dépend un petit peu de l'endroit où on agit et quelle médiation on conduit. Mais en général, les médiateurs qui sont désignés par les juridictions administratives j'exclus la médiation préalable obligatoire dont on parlera, mais pour les dossiers classiques, on va dire, sont des médiateurs libéraux. C'est ça, oui. Nous, là, les personnes auxquelles nous, ceux que l'on référence d'une certaine manière, que l'on recrute, on essaye tous de se constituer un petit vivier de médiateurs, ce sont des libéraux. Alors, ils peuvent aussi exercer dans le cadre d'associations. Et il y a des associations de médiation qui proposent leurs services. Et dans ces cas-là, alors certains tribunaux aiment mieux passer par des associations et ils ne choisissent pas du coup le médiateur. C'est l'association qui va dire pour cette médiation, ce sera monsieur untel. Alors ça, c'est vraiment très discuté entre nous au sein des référents médiation. Certains d'entre nous ne souhaitent pas vraiment faire ça, notamment parce que notre état d'esprit, c'est que le tribunal désigne un médiateur et donc s'engage. En fait, il y a vraiment, même si ensuite le tribunal ne regarde absolument pas ce qui se passe dans la médiation, ça, c'est vraiment, vraiment très clair. On vous désigne et ensuite, la médiation se passe. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je travaille et je pense qu'on est nombreux à travailler comme ça. Mais néanmoins, quand on va désigner un médiateur, c'est notre crédibilité qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on souhaite désigner une personne dont on sait qu'elle est formée, qu'elle a déjà peut-être un petit peu d'expérience. Alors ça, c'est un petit peu délicat parce qu'il y a beaucoup de médiateurs qui se forment qui n'ont pas encore d'expérience. Donc, exiger d'eux qu'ils en aient, c'est un peu gênant. Donc, on laisse aussi leur chance aux nouveaux médiateurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Mais là, c'est vraiment, effectivement, je vois qu'il y a une question sur les profils. Nous, on va avoir des sensibilités particulières. Ce qui est certain, c'est que c'est un vrai sujet, les profils des médiateurs. Et justement, au sein du comité JAM, il y a un groupe de travail qui a été créé justement pour travailler sur le référencement des médiateurs, pour essayer d'avoir une liste peut-être à terme des médiateurs de la juridiction administrative. Parce qu'aujourd'hui, en fait, chaque juridiction a des médiateurs, qui soit des personnes qui ont envoyé leur candidature, on les a retenues, on s'est entretenus et on dit on va leur confier des médiations. Et en fait, c'est aussi au fil de l'eau
qu'on voit comment ça se passe. Si si les parties nous disent, nous font un retour en nous disant, ben voilà, la médiation, ça s'est bien passé ou pas. Nous, on ne demande pas, mais on a quand même ce souci de discuter avec les médiateurs aussi pour savoir comment ça s'est passé pour eux, comment ils ont vécu la médiation. Est-ce que, voilà, moi, en tout cas, dans ma manière de travailler, j'essaye de dialoguer le plus avec eux. Alors, pas tout le temps, hein, parce que l'idée, c'est pas d'intervenir, et surtout pas d'intervenir sur les médiations en cours, mais c'est plutôt de connaître leur ressenti. Alors peut-être pour répondre à une question sur ce thème de Vincent qui dit est-ce que le profil du médiateur peut-il faciliter l'adhésion des parties? De mon expérience, bon, comme disait Ève, c'est une acculturation, hein, la médiation. Donc, les administrations, c'est pas qu'elles y aillent à reculons, mais en tout cas, elles sont un peu méfiantes, elles sont pas tout à fait en confiance. C'est vrai que le cadre du juge administratif, c'est un cadre qu'elles connaissent, dont elles maîtrisent les codes. Et du coup, le fait d'avoir des médiateurs qui sont rompus au droit administratif les rassure. Moi, il m'est arrivé d'être contactée par des juridictions qui me disent « Oui, l'administration souhaite qu'on désigne un médiateur magistrat administratif par ailleurs ou avocat publiciste par ailleurs. » Donc, à ce jour, je dirais oui, ça peut mettre en confiance certaines administrations. Je pense qu'avec le temps, le processus de médiation va prendre un petit peu ses lettres de noblesse et ce critère sera moins prégnant à l'avenir. Oui, c'est vrai que sur la question des profils, je crois qu'il faut réfléchir à ce que c'est que la médiation administrative. Donc, on est là pour en parler ce soir. En fait, certaines matières sont un peu plus complexes que d'autres. Donc, il y a des matières dans lesquelles, en marché public par exemple, ou en urbanisme, il y a des règles qui sont quand même assez complexes, assez techniques. Peut-être que certains médiateurs peuvent ne pas se sentir à l'aise et peut-être aussi que certaines parties vont dire « Ah ben non, le profil du médiateur ne me convient pas ». Alors, je vois qu'il y a une question à ce propos. C'est vrai que nous, à Cergy, ce que nous faisons, c'est que lorsque les parties ont donné leur accord pour une médiation, je contacte un médiateur, je lui propose cette médiation, je lui demande si ça l'intéresse. Alors, en 2 mots, hein, je lui dis, bah voilà, le litige porte là-dessus, ça peut être par mail ou par téléphone. Et le médiateur me dit, bah oui, d'accord, je suis d'accord pour la prendre. Au passage, je donne le nom des avocats des parties pour que les médiateurs avocats puissent identifier s'ils ont éventuellement des conflits d'intérêts. Et ensuite, nous proposons aux parties, par un autre courrier, nous leur proposons le nom du médiateur en lui disant, ben voilà, c'est ce médiateur qui est pressenti, je vous invite à prendre contact avec lui pour discuter d'emblée de la médiation et ensuite aussi pour en discuter les modalités financières. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire pour que dès ce moment-là, le médiateur puisse échanger avec les parties. Et aussi, à ce moment-là, que les personnes, enfin les futurs médiés, puissent discuter avec le médiateur, voir s'il y a un point très spécifique du dossier qui est très technique, si l'une des parties se rend compte qu'elle a un besoin de technicité à cet endroit-là et que le médiateur n'a pas cela, ça peut faire partie des éléments pour lesquels elle revient vers nous en disant oui, ben, le médiateur ne connaît pas ce domaine-là, donc moi j'aimerais mieux un médiateur spécialisé. Alors je l'ai eu qu'une seule fois, ça, et la médiatrice qui était pressentie au départ m'a dit mais oui, je comprends tout à fait qu'ils aient besoin d'avoir quelqu'un spécialisé dans ce point spécifique technique. Donc mais ça se discute entre nous et effectivement ce que nous essayons le plus possible c'est de coller aux besoins des futurs médiés pour que la médiation, comme le dit une des personnes dans le chat, pour que la médiation puisse aboutir, c'est le principal. Mais on ne sait pas toujours. Hein, je le précise, peut-être qu'Elsa le dira mieux que moi, mais on ne sait pas toujours. Tous nos contentieux sont techniques, sauf les contentieux du travail ou les contentieux de fonction publique, où là, les gens, il peut y avoir vraiment un conflit interpersonnel, mais il y a des contentieux qui sont, voilà, des marchés publics, des choses sur lesquelles on citait au départ, mais pour autant, ça n'empêche pas que le processus de médiation a pleinement sa place. Avant de donner la parole à Elsa, je voudrais vous dire que nous avons plein de questions.
Donc, on va revenir dessus. Voilà, je te rends la parole. D'accord. Tant mieux. Non, sachant que ce qui peut être envisageable aussi dans un premier temps pour les médiateurs qui ne sont pas rompus à la matière administrative, c'est des comédiations et qui peuvent être enrichissantes dans les deux sens. Moi, je suis en train de conduire une médiation avec une personne qui a un profil psychothérapeute, enfin pas du tout juriste, donc c'est en responsabilité hospitalière avec l'intervention de plusieurs assureurs, assureurs de l'hôpital, des assureurs automobiles, puisque ça s'agit d'un accident à la circulation. Donc, elle est un peu perdue au niveau de la procédure et en même temps, je trouve qu'elle m'apporte énormément parce que parfois, on peut avoir des croyances limitantes qui font que, ah ben non, ça, ils ne pourront pas l'obtenir, c'est pas possible. Et je me rends compte que ça déverrouille énormément des choses. Donc, la comédiation, c'est intéressant d'y penser, surtout pour les personnes qui débutent dans ce domaine. Oui, oui, c'est vrai. Merci, merci d'en parler parce que c'est vrai que la comédiation, on n'en parle pas toujours et on n'y pense pas toujours. Et c'est une aide précieuse. Et c'est d'ailleurs, enfin, c'est vrai que ça peut être d'un grand confort aussi pour tout le monde, effectivement. C'est vrai qu'il faut y penser. Alors, je voudrais vous poser une question très directe, mais qui est quand même le nerf de la guerre. Quelqu'un a demandé quelle rémunération du médiateur? Laquelle vous veut commencer? Donc, ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps, c'est que le Code de justice administrative prévoit en effet que le tribunal, dans l'ordonnance de désignation, fixe la rémunération du médiateur. Alors, tous les tribunaux ne le font pas. Certains fixent une fourchette. Alors, après, je laisse peut-être la parole à Ève sur sa pratique, la pratique qu'elle constate sur ce point. Oui, alors la rémunération, c'est un vrai sujet, évidemment, parce que la justice, pour les justiciables, est gratuite. C'est-à-dire qu'elle ne l'est pas, bien évidemment, puisque c'est un service de l'État et qu'il y a évidemment des moyens considérables qui sont mis sur nos impôts. Voilà, sur nos impôts. Donc, elle ne l'est pas, mais facialement, lorsque quelqu'un saisit un juge, on ne lui demande pas de payer. Alors, lorsqu'on va lui proposer la médiation, on lui dit, bah, voilà, il y a un tarif. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, moi, ce que j'ai proposé, c'est effectivement de mettre en rapport les médiateurs et les parties assez vite sur cette question pour ne pas avoir, nous, à fixer un tarif. Je trouve que c'est gênant. D'abord, ça ne va pas dans l'esprit de la médiation, que le tribunal qui est déjà est dans une position de désignation et de fixer un cadre, fixe un tarif. En revanche, il est évident qu'on ne peut pas laisser les médiations devenir trop onéreuses. Donc, en fait, ce que nous faisons, certains tribunaux fixent des tarifs forfaitaires. Donc, vous l'avez peut-être vécu pour certains d'entre vous. C'est des tarifs forfaitaires qui peuvent être, qui prendre en considération les deux réunions, enfin les prises de contact et puis une ou deux réunions ou 2 ou 3 réunions et faire un forfait. Alors, par exemple, de 1 500 €. C'est un forfait qui est pratiqué. Moi, ce que je demande de toute façon aux médiateurs avec lesquels je travaille, c'est de ne pas appliquer un tarif qui soit trop important. Donc, en fait, on est aux alentours de, je vous le dis, hein, franchement, il n'y a pas de secret, on est entre 150 et 175 € de l'heure au départ, avec une demande de fixer un forfait. Les personnes, voilà, je vois que quelqu'un dit 180 à 200 € TTC de l'heure au théâtre de Strasbourg, c'est effectivement à peu près cet ordre d'idée. Et ensuite, enfin, on essaye, parce que la plupart des médiations ne vont pas durer très très longtemps ou ne vont pas dépasser un certain nombre de réunions, donc on essaye de demander un forfait. Mais de toute façon, lorsque on vous fixe ce cadre de départ. Ensuite, les médiateurs passent des conventions de médiation, avec les parties. Les parties signent une convention de médiation dans lesquelles ces tarifs-là sont indiqués. Et nous en sommes parfois destinataires ou pas, mais à tout moment, les parties peuvent revenir vers le tribunal en disant ben voilà, là c'est cher, là c'est trop cher, ou là ça dépasse la convention. Donc c'est vrai que c'est en fait un point de départ où on fixe ces tarifs-là.
Et on demande au médiateur, même si on ne désigne pas, enfin même si on ne met pas le montant dans l'ordonnance qui désigne les médiateurs, on est dans cet ordre d'idées-là. Alors, il y a une question que je ne comprends pas, excusez-moi. Les magistrats sont-ils payés sur la base d'une justice gratuite? Je vous transmets la question, mais pour ce qui me concerne, je ne la comprends pas bien. Non, oui, alors c'est vrai que peut-être que c'est une plaisanterie de la personne qui participe. J'ai été au premier degré, excusez-moi. Moi, je le vis comme une plaisanterie, mais effectivement, les magistrats sont payés. Oui, non, mais alors, Gilles, vous complétez en écrivant il faut rémunérer, mais le médiateur est rémunéré également. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Oui, bien sûr, les médiateurs sont toujours rémunérés. Oui. Ça, voilà. Alors, sur cette question des tarifs, je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire, mais effectivement. Oui, alors moi, Oui, Elsa. Je voudrais peut-être compléter sur la répartition, parce qu'effectivement, le Code de justice administrative prévoit une répartition à parts égales à défaut de meilleur accord entre les parties, sachant que là, on est quand même face à une administration. Enfin, bon, quand c'est deux administrations, une grande entreprise et une administration, ça ne pose pas de problème pour diviser par deux. Quand on est face à des particuliers qui ont par définition des moyens plus réduits, il est clair, enfin en tout cas moi c'est ma pratique de médiatrice administrative, c'est que je vais proposer à l'administration de prendre en charge une part significative qui peut aller jusqu'à 80% des frais de la médiation, ce qui peut-être répond à l'argument de dire la justice est gratuite, donc du coup la médiation c'est un accès au droit qui est dégradé pour les justiciables. Je pense qu'on est en mesure comme ça de rétablir réintroduire de l'équité dans la prise en charge financière, sachant que, comme disait Gilles, je pense que c'était le sens de sa remarque, rien n'est gratuit et qu'à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui paye, parce que même la médiation préalable obligatoire qui est gratuite pour le requérant, le médiateur, il est rémunéré par l'administration qui l'emploie, bien sûr. Oui. Une autre question, Nathalie, que je voyais précédemment. Quelqu'un disait chaque médiateur généraliste expérimenté peut faire de la médiation administrative. Alors ça, oui, sur le principe, je suis d'accord. Ça dépend ensuite des parties et ça dépend des tribunaux. Donc, il va y avoir une fois ce principe-là posé, on ne va pas tous être d'accord en fonction des litiges sur cette affirmation. Dans certains cas, vraiment, on va estimer qu'il faut que quelqu'un connaisse le litige connaisse en tout cas le domaine juridique pour pouvoir non pas avoir apporter évidemment des conseils ou quoi que ce soit de juridique dans la médiation, mais pour mieux la saisir, mieux la comprendre. Et je pense, comme le disait Elsa, que c'est aussi un des facteurs qui va rassurer les administrations qui sont, il faut le dire, un peu réticentes à rentrer en médiation. On a beaucoup plus j'ai pas de statistiques là-dessus, mais j'ai beaucoup plus de parties requérantes qui acceptent la médiation et les administrations qui disent non que le contraire. Donc ça, c'est parmi aussi nous, les actions qu'on a à faire dans ce sens-là. Oui. Et donc, parmi les actions qu'on a à faire, nous, au niveau des référents médiation de chaque tribunal et de chaque cour, c'est de sensibiliser les administrations, de leur expliquer, de leur dire ce que c'est, pour leur faire comprendre un maximum ce qu'on attend de la médiation. Oui. Alors peut-être pour finir sur la rémunération, une remarque de François qui dit ne discute pas de la rémunération des experts. Bah si, parce qu'à la fin, au contraire, on en discute plus que pour les médiateurs, puisqu'à la fin, il y a un juge taxateur. En tant qu'ancien juge taxateur, je peux en témoigner. Et il nous arrivait très souvent de décréter les frais d'expertise qui nous semblaient excessifs. Donc, s'agissant de médiation juridictionnelle, il me semble que c'est quand même légitime que le magistrat ait un regard pour éviter les excès
fixé. Après, lorsqu'on est dans des fourchettes raisonnables, il n'y a aucune raison que le juge vienne s'en mêler. Et peut-être une dernière question de Cybèle en disant, oui, l'administration peut prendre en charge 100% des frais de la médiation. C'est vrai, moi, ça m'est arrivé de temps en temps. Je trouve quand même que c'est important, même si la participation du particulier est réduite, 100, 200 euros, qu'elle existe parce qu'elle marque, elle est quand même symbolique quelque part et elle traduit un certain engagement dans le processus de médiation. Parce que parfois, j'ai des médiés qui disent, ben, moi, je ne veux rien payer. Je me dis, c'est mal engagé parce que ça témoigne quand même d'un manque d'implication dans le processus. Donc, ce côté financier a un aspect symbolique qui me paraît non négligeable. Oui, c'est vrai que sur ces questions de rémunération, on voit qu'il y a plusieurs questions dans le chat. Je crois qu'il faut que les parties participent. Vous savez qu'elles peuvent avoir l'aide juridictionnelle, donc ça, n'hésitez pas à le dire lorsque, en tant que médiateur, vous êtes sollicité et qu'il y a une des parties qui dit « Ah oui, mais je ne sais pas si je peux payer, etc. » Il y a l'aide juridictionnelle qui existe, donc elles peuvent en bénéficier pour leur avocat et pour la médiation, donc c'est deux choses différentes. Donc par rapport à ça, c'est vraiment important. Il y a une autre personne qui disait il faut payer en fonction de la valeur en litige. Non. En fait, ce n'est pas comme ça véritablement que nous travaillons. Il y a parfois des sommes en litige qui sont importantes, mais les sommes en litige, ça peut être… ça veut tout et rien dire. Lorsqu'on reçoit une requête, quelqu'un va demander 100 000 euros. Et c'est peut-être une demande qui ne repose pas sur de la réalité, etc. En tout cas, par exemple, ça ne repose pas sur des référentiels vraiment connus ou ça ne repose pas non plus sur une évaluation réelle du litige. Donc non, on ne va pas fonctionner comme ça. On a vraiment une rémunération du temps du médiateur, du temps passé. Et nous avons de ce fait-là aussi pas de rémunération en fonction du résultat. C'est une rémunération qui est une rémunération en fonction du temps passé et non pas s'il y a un accord ou s'il n'y a pas d'accord. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce type de rémunération. Donc non, ce n'est pas en fonction de la valeur du litige. En revanche, il est vrai que dans de très gros litiges qui nécessitent de plusieurs réunions, évidemment, le coût de la médiation va être bien supérieur à 1 500 euros. Voilà, mais nous n'avons pas tous les jours des dossiers de cette ampleur. Dans certains dossiers de marché public, il y a vraiment des réunions nombreuses, importantes qui se tiennent. Alors, peut-être avancer sur… tu parlais, Ève, en répondant à la question sur tout médiateur généraliste peut faire la médiation administrative. Peut-être aborder brièvement la posture du médiateur. Et plus spécifiquement la posture du médiateur administratif. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Donc, pour la posture du médiateur administratif, effectivement, je pense que la base, c'est quand même qu'il faut être formé à la médiation. Ce n'est pas parce qu'on fait de la médiation administrative et qu'on est ancien magistrat ou ancien avocat qu'on arrivera à faire de la médiation, y compris dans un contexte de droit public. Donc, il faut être formé à la médiation. Cela dit, il faut quand même prendre en compte certaines spécificités de ce type de médiation, et notamment s'agissant de la posture du médiateur. Moi, ce que je constate dans ma pratique, c'est que ce qui m'a quand même frappé au fur et à mesure où je faisais des médiations, c'est qu'on est quand même dans une situation d'asymétrie structurelle. On a d'un côté une administration et de l'autre un particulier, donc le déséquilibre est quand même flagrant. Quand bien même il y aurait une grosse entreprise en face ou une surface financière qui serait importante, le déséquilibre est toujours présent aussi parce que l'administration, elle a des prérogatives de puissance publique, elle est en charge d'une mission d'intérêt général, donc ça lui donne quand même un ascendant qui peut être plus ou moins présent. Donc déjà, le médiateur administratif va devoir prendre en compte cette asymétrie et essayer de réintroduire de l'équivalence dans l'espace de médiation. On n'est pas égaux, mais dans l'espace de médiation, la parole de chacun a une importance équivalente et a une valeur qui mérite d'être exprimée et entendue. Donc, comment le médiateur administratif va faire ça? Alors, moi, j'ai plusieurs outils. Je pense que chaque médiateur administratif a les siens. Moi, j'aime
j'aime bien le symboliser aussi dans l'espace, déjà physiquement. Où est-ce qu'on se réunit? On se réunit, si possible, dans un endroit neutre, peut-être pas au sein de l'administration, mais parfois on ne peut pas faire autrement. Si c'est le cas, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est supprimer les tables. Enfin, parce que l'administration a l'habitude des réunions, elle est à l'aise, elle sort son dossier, elle va prendre des notes, etc. Le particulier en face, il va peut-être être un peu plus déboussolé. Donc, on supprime les tables, on met des chaises en cercle. On déstabilise l'administration, là. Voilà, donc l'administration déjà va pas être dans un confort absolu. Du coup, quelque part, ça va rétablir une certaine égalité entre le particulier qui arrive avec son conflit, il est angoissé aussi, c'est pas facile de se confronter à l'administration, et l'administration qui va avoir un cadre un peu différent et qui va pas faire la même chose que d'habitude. La semaine dernière, je me suis réunie, j'avais une médiation, et le maire, c'était dans une commune, me dit, vous savez, cet habitant, on le connaît, on a fait des dizaines de réunions avec lui, ça se finit toujours pareil, il veut rien entendre, il est complètement fermé. Je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai confiance dans le processus, allons-y, enfin, tentons. Donc je suis arrivée, là pour le coup c'était au sein de la mairie parce que c'était en région parisienne, je ne voulais pas les faire se déplacer à Paris. Donc je leur ai dit surtout vous ne mettez pas de table, vous mettez les chaises, etc. Et du coup, j'ai un peu décalé la discussion en disant à vous, quand est-ce que vous êtes arrivé dans cette commune et pourquoi, et on a parlé de toute autre chose, c'était un problème de permis de construire. On a très peu parlé du permis de construire, mais moi j'ai essayé de retisser du lien et de créer un espace symboliquement qui soit différent et dans lequel les gens puissent se rencontrer. Et donc ça, c'était samedi matin. Et lundi, le monsieur m'appelle et me dit, oui, ben, j'ai très bien compris, je suis OK pour conclure l'accord. Et le maire n'en revenait pas. Mais c'est parce que le médiateur administratif est là pour proposer un cadre qui soit différent. Parfois, j'utilise des outils qui peuvent un peu décontenancer, non pas seulement les administrations, mais aussi les particuliers. J'utilise beaucoup le photolangage. Quand ils arrivent, je leur montre des images et je leur dis, voilà, avec quoi vous arrivez dans l'espace de médiation ou parlez de votre conflit à partir d'une image. Et c'est vrai que ça va déclencher des choses beaucoup plus personnelles. Parce que quand on est face à l'administration, on est quand même face à un bloc. Les personnes sont compétentes, les représentants, ils font très bien leur boulot. Donc, ils ont une position commune qu'ils ont arrêtée entre eux. Et donc, c'est la fonction, elle va faire complètement écran par rapport à la personne qu'ils sont. Et du coup, la personne, elle va parler de sa place humainement parce que ça la touche directement. Et l'autre personne va parler de la place où elle se trouve de par sa fonction. Et donc, elles ne vont pas pouvoir se rencontrer parce qu'elles ne parlent pas de la même place. Et le fait de décaler la pensée par l'intermédiaire d'images, par exemple, bah, ça va faire que même la personne qui est en représentation va se connecter à quelque chose d'humain en elle, enfin, quelque chose qui va venir faire écho par rapport à des vécus ou des expériences, à tel point qu'une fois en médiation, j'ai un représentant de l'administration, j'avais un peu préparé comme ça en séance individuelle en disant, vous savez, c'est quelque chose de très grave, c'était une dame qui était à l'ASE, qui avait eu plein de galères et qui avait été victime d'une erreur. Enfin, l'administration avait communiqué un rapport confidentiel à son ex-mari. Bon, ça a été très, très lourd. Et j'ai dit aux représentants de l'administration, peut-être vous entendrez des choses et il ne faut pas avoir peur de se laisser toucher. Et si ça vient faire écho quelque part en vous, il faut que ça fasse son chemin et vous exprimer en toute authenticité. À tel point que ce représentant-là a pleuré dans l'espace de médiation. Et là, c'était très touchant et j'ai su que c'était gagné. Et la personne en face, la dame qui venait très remontée, très en colère parce qu'elle était dans une grande souffrance, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse devant ce représentant-là? Je ne peux rien faire. Enfin, ils étaient complètement en empathie l'un avec l'autre. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. Dernier exemple, il y a 15 jours, j'étais dans une médiation avec une commune, toujours le maire, et un exploitant agricole de la commune. Et dans les séances individuelles, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils ne se connaissaient pas. Ils ne savaient rien l'un de l'autre. Et du coup, ils ne pouvaient pas se comprendre ou se connecter.
sans être d'accord, hein, parce que quand on se comprend, c'est pas forcément qu'on est d'accord, c'est qu'on arrive à intégrer ce que l'autre est en train de vivre. Et ils sont arrivés en séance de médiation, ils étaient les bras croisés, très en retrait sur leur chaise et tout. Je me suis dit, ah là là, comment je vais faire très figé pour mettre du mouvement dans tout ça. Donc, j'aurais dit, bon, je vous propose de mimer une qualité que vous reconnaissez. Et donc, du coup, tout le monde était un peu décontenancé, mais l'effet, ça a été immédiat. Il y a même un représentant, parce qu'il y avait le maire, l'adjoint au maire, la secrétaire de mairie, qui s'est levé pour mimer. Voilà, il dit, moi, je suis très sociable. Il l'a fait comme ça. Et du coup, la consigne, c'était que chacun répète. Et voilà, donc c'est des petits outils comme ça en médiation administrative qui ne sont pas très utilisés, il me semble, et qui peuvent être très pertinents et très efficaces. Oui, voilà, on a parlé de toute ta créativité, Elsa. On en voit voilà, quelques illustrations qui peuvent bien nous inspirer. Merci. Alors, on a toujours plein de questions, plein d'observations. Est-ce que vous voulez continuer sur les questions, continuer sur ce que nous avions prévu? Alors moi, j'ai juste vu certaines questions auxquelles je peux répondre assez vite, donc je vous propose de le faire. Une personne demande si les conventions qui sont signées entre les tribunaux et les barreaux prévoient les tarifs. Non, pas du tout. Ce sont des conventions qui sont effectivement signées et qui montrent l'intention des tribunaux et des barreaux de développer la médiation dans le ressort des tribunaux et des cours, mais il n'y a aucun tarif de fixé. Quelqu'un demandait aussi si on travaillait avec les centres de gestion de la fonction publique. Oui, nous travaillons avec eux. Alors, en fait, ça me donne l'occasion de vous expliquer que nous, en fait, au sein du tribunal, moi, j'essaie de travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que, notamment, les centres interdépartementaux de gestion avec lesquels moi, je travaille à Petite Couronne et Grande Couronne en Île-de-France, eux, ce sont des médiateurs qui sont des médiateurs donc qui ont été formés pour la médiation préalable obligatoire et qui ont créé des conventions par lesquelles ils peuvent faire des médiations à l'initiative du juge. Pour eux, en fait, ce sont uniquement les adhérents communes ou établissements publics, la plupart du temps ce sont des communes, qui vont payer la médiation à un tarif moins élevé, et ce sont les médiateurs de ces centres qui font les médiations. Donc, ça ne concerne pas des médiateurs libéraux qui souhaiteraient, comme vous êtes peut-être plus nombreux ce soir, là, c'est vraiment des médiations qu'on va leur confier à eux, à un tarif spécifique fixé par une convention décidée par le centre interdépartemental et qui est passée avec la commune. Donc ça ne va pas vous concerner, et ça ne concerne que les litiges de la fonction publique. Par ailleurs, quelqu'un disait où est la liberté quand il y a une ordonnance du tribunal et des délais contraints? Alors, je vous remercie de cette question. En fait, pour autant, malgré les délais, vraiment, je vous invite à regarder cet espace comme un vrai espace de médiation. D'abord, les délais, c'est 3 mois. Au tout début, quelqu'un a posé la question de savoir à partir de quand on fait démarrer la médiation. Évidemment, on fait démarrer la médiation à partir de la première réunion, parce qu'on sait bien que dans l'ordonnance, donc on dit la médiation aura une durée de 3 mois renouvelable à partir de la première réunion, parce qu'on sait bien qu'il y a un temps nécessaire pour la préparer, la prévoir. Donc ça, c'est important. Peut-être que si ce n'est pas le cas dans les tribunaux avec lesquels vous allez travailler, n'hésitez pas à le demander, parce que ça ne pose aucun problème juridique et c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, le délai de 3 mois, il est renouvelable une fois, mais je le dis très clairement, si c'est 8 mois ou si c'est 9 mois, ça ne pose aucun problème juridique. Il faut laisser le temps au temps. Donc, peut-être que vous avez des tribunaux qui vont vous dire « Oh là là, mais vous avez vu, vous êtes au-delà des 6 mois, etc. » Bon, moi, ce n'est pas ma manière de travailler, et je pense qu'effectivement, vous pouvez rassurer les tribunaux en leur disant « Oui, mais l'accord est en cours, peut-être que vous pouvez donner le minimum d'informations parce que ça va rassurer certains tribunaux, mais en réalité, il ne va rien se passer. La seule chose, c'est que le dossier, il n'est pas traité pendant ce temps, donc il peut vieillir dans le stock, et on sait qu'à un moment, s'il n'y a pas d'accord de médiation, le dossier, on va devoir le faire au contentieux. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est juste le point. Et aussi, l'idée, au départ de la médiation, c'est de dire que les personnes trouvent une résolution de leur litige dans un délai relativement plus court, en tout cas, j'allais dire relativement court,
plus court que le délai de jugement d'un tribunal. Aujourd'hui, les tribunaux, malheureusement, dans certaines des matières, alors je ne peux pas parler pour beaucoup de tribunaux, mais en fait, on juge à plus de 2 ans. Donc, une médiation qui se tiendrait même en 8 mois, qui est le délai moyen de réalisation d'un accord de médiation, hein, parce que quand les médiations échouent, elles échouent plus vite finalement. Oui. Enfin, souvent, elles échouent plus vite que cela. Mais le délai de 8 mois, finalement, voilà, il est de toute façon plus court que ce que sera le dossier au contentieux. Donc, nous, c'est ce qu'on essaye de dire aussi aux parties qui le demandent. Et je vois qu'il y a une question. Le top départ, c'est bien la première réunion de médiation. Oui, voilà, pour qu'ensuite… Elle est parfois difficile à mettre en œuvre. Oui. Longue. Moi, j'ai eu des cas comme ça où j'ai vraiment mis des semaines avant de pouvoir trouver le moment de la première réunion plénière. Et donc, il faut vraiment que ça démarre à partir de ce moment-là, parce que sinon, c'est une perte de temps de tout ce qui s'est passé avant. Or, ça a pu être laborieux, hein. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup de médiateurs ici présents, de connaître cette difficulté de mettre en route la médiation. Et une fois qu'elle est mise en route, ça y est, ça démarre. Donc, il faut vraiment que ce soit le moment du démarrage, oui, officiel. On a aussi une spécificité. Pardon, Elsa, peut-être que tu… On a la spécificité qu'une fois que l'accord de médiation, les parties ont abouti à un accord, tout le monde, cet accord a commencé à être rédigé, mais ensuite, on a parfois des délais des formalités de validation. Donc, Elsa, peut-être tu pourras en parler en donnant des exemples, mais notamment si l'accord doit être validé par un conseil municipal ou par un conseil d'administration d'une entité publique. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait l'autorité décisionnaire qui valide cet accord. Et ça peut passer par des circuits de validation qui sont un peu longs. Ça rajoute parfois au délai. La médiation est terminée. Donc, vous avez l'impression en tant que médiateur qu'elle est terminée. Et c'est vrai, il y a un accord. Mais pour nous, au tribunal, elle n'est pas terminée dans la mesure où, en fait, on n'a pas vu la fin de la médiation arriver et se matérialiser par un désistement. Donc moi, de mon côté, je peux vous dire que j'essaye de faire patienter mes collègues magistrats en leur disant, et notamment des présidents de chambre, en leur disant non mais l'accord est en cours, quand le médiateur nous dit qu'il y a un accord, ben voilà, c'est pas confidentiel, donc l'accord est en cours, il faut juste qu'il soit validé. Alors, pour aller dans le sens, s'agissant du délai, je pense qu'il est important de préciser que le Code de justice administrative ne prévoit aucun délai et que le délai de 3 mois renouvelable une fois, c'est parce que les juges administratifs se sont calés sur la pratique des magistrats judiciaires, puisque ce délai est effectivement prévu dans le Code de procédure civile. Donc, pour renforcer ce que tu dis, de se sentir d'autant plus libre par rapport à ce délai qui n'est même pas prévu par les textes qui nous régissent en réalité. Alors, moi, en tant que médiatrice, je peux témoigner de la grande diversité de pratiques. C'est vrai qu'il y a des tribunaux qui disent c'est à compter de la notification de l'ordonnance de désignation, et je le dis très clairement, c'est impossible. Mettre en place une médiation, ça prend au moins 2 mois parce qu'en médiation administrative, il y a souvent des avocats, c'est des structures, on l'a dit, administratives, il faut en référer au maire, il faut en référer au président du conseil régional, il faut en référer au chef de service, au directeur des affaires juridiques. Donc, tout ça, ça prend du temps. Donc, il y a ces tribunaux-là, qu'effectivement, moi, je m'efforce de faire patienter, mais parfois, ils sont un peu insistants. Il y a des tribunaux comme les tiens, Ève, où effectivement, vous êtes très à l'écoute des médiateurs et des réalités du terrain. Donc là, c'est à compter de la première réunion plénière, en effet, et on ne compte pas les séances individuelles. Et puis, il y a des tribunaux aussi, où la pratique me paraît intéressante, qui disent que c'est à compter de la première séance plénière, laquelle doit avoir lieu dans un délai de 2 mois. Et ça, c'est intéressant parce que, bon, déjà, ça cadre le médiateur, mais aussi ça donne au médiateur un pouvoir
de pression finalement sur les parties en disant attention, le tribunal, il nous a bien dit qu'il fallait, parce que sinon, parfois, avec certaines personnes, ça peut durer des mois et on n'arrive pas à mettre en place. Donc, c'est vrai que les pratiques sont variées et tout ce qu'on peut vous dire, c'est de vous inviter à vous en ouvrir au référent médiation de la juridiction dans laquelle vous œuvrez pour discuter avec il ou elle, enfin lui ou elle, c'est de ces questions qui sont effectivement importantes. Et sur les questions de la validation, bah oui, je pense que le rôle du médiateur administratif, c'est d'aller jusqu'au bout. Parfois, c'est un peu frustrant parce qu'à l'issue de la première ou de la deuxième séance, on a topé, on a dit OK, on est OK. Et puis, ça prend 3, 4, 5, 6 mois. Bon, bah voilà, c'est le temps que les choses se fassent. Là, par exemple, il y a une quinzaine de jours, on est tombé d'accord dans une histoire de marché public qui doit être validée puisque ça se traduit par le versement d'une indemnité par le conseil municipal. Bah voilà, la prochaine séance, c'est dans 2 mois. Donc voilà, et une fois que le conseil municipal aura validé, s'il valide, bon, en principe, il valide, mais ce n'est pas obligatoire, bah, il faut transmettre au contrôle de légalité. Une fois que le contrôle de légalité aura été exercé, c'est le comptable public. Donc voilà, tout ça, ça prend un peu de temps et c'est vrai que les magistrats, parfois, ils mettent du temps à voir le désistement arriver, ils se demandent ce qui se passe. Donc, il ne faut pas hésiter quand vous êtes médiateur désigné. Vous faites un petit mail au greffe, au référent médiation, au magistrat qui vous a saisi en disant c'est en cours. Enfin, faut les rassurer en disant c'est toujours d'actualité. Patienter, oui. Voilà. Toujours avec une problématique liée à la confidentialité, on ne peut pas en dire trop, mais il faut quand même en dire un petit peu. Et puis, n'hésitez pas à demander l'accord des parties en disant qu'est-ce que vous m'autorisez à dire au tribunal le temps que cette procédure ait lieu. OK. Alors, on avait une question aussi sur quels sont les litiges administratifs les plus favorables à la médiation. Alors, peut-être, Ève, on va reprendre les slides. Les statistiques sont importantes. Et puis après, je crois que tu avais fait un slide aussi sur les matières. Est-ce que tu es d'accord? Oui, bien sûr. Allons-y. Donc, ça, c'est les chiffres totaux. Et après, voilà. Il y aura les matières. Si tu veux, on peut aborder les matières. Oui, alors ce sont les chiffres officiels du comité JAM, les chiffres les plus récents. Donc, vous voyez, on a commencé très, très lentement en 2017. C'était évidemment la première année. On n'était pas spécialement préparé à la mise en place de la médiation. Et ensuite, on a quand même une montée en puissance de la médiation à l'initiative des juges. Alors, vous voyez dans ce tableau, en fait, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce qu'on est allé très, très vite directement dans le vif du sujet. Il existe dans le Code de justice administrative une médiation à l'initiative des parties. Donc, c'est une médiation particulière. Comme vous le voyez, il y en a eu très peu depuis ces dernières années. En fait, c'est une médiation hors litige devant le juge. Les parties vont juste demander au président du tribunal de désigner un médiateur. Donc, il n'y a pas de dossier juridictionnel, il n'y a pas de contentieux, mais elles sont déjà à la recherche d'un médiateur. Alors, en théorie, c'est un peu étonnant, cette médiation à initiative des parties, elle ne devrait pas véritablement exister, puisque les parties peuvent très bien trouver un médiateur tout seul, mais ça a été écrit dans le Code de justice administrative avec peut-être une vocation à ne pas véritablement rester. Enfin, c'est moi qui le dis, c'est pas le législateur, mais c'était vraiment pour mettre un peu le pied à l'étrier des personnes. C'est une forme d'incitation, en fait. C'est une forme d'incitation, exactement. Donc, celles qu'on regarde, dont on parle, nous, ce soir, c'est celles qui sont à l'initiative du juge. Alors, quand on dit initiative du juge, pour information, les parties peuvent, certains requérants nous demandent une médiation, c'est-à-dire qu'ils nous disent dans un courrier ou même dans la requête en disant « mais d'ailleurs, je ne serai pas contre une médiation ». Dans ces cas-là, nous, systématiquement, on va la proposer, puisqu'on estime que c'est important. Mais ça reste une médiation à l'initiative du juge. Ce vocable-là, c'est celui qui est vraiment… la médiation administrative, c'est vraiment de celle-là dont on parle. Ensuite, donc vous voyez les chiffres, c'est une constante évolution. Aujourd'hui, on arrive à un total cumulé de plus de 5000 médiations, donc on commence effectivement à avoir du recul. C'est vrai que
les objectifs au sein du Conseil d'État, c'est d'avoir, voilà, de frôler les 1% total du nombre de requêtes. Donc, en fait, ça serait 3000 médiations chaque année, puisque chaque année, alors évidemment, le nombre de requêtes augmente, enfin, on maîtrise pas ce flot-là, mais c'est dans cette idée-là d'atteindre un objectif de 1% de dossiers dans lesquels il y a des médiations qui sont ordonnées, non pas des dossiers dans lesquels il y a des médiations qui aboutissent à un accord. Parce que justement, peut-être que Elsa, on peut passer à la slide suivante, sauf s'il y a des questions. C'est effectivement donc nous on va proposer des médiations et ensuite dans les médiations on a des échecs, c'est-à-dire que elles n'aboutissent pas toutes à un accord. Et d'ailleurs ce que l'on identifie aujourd'hui, c'est qu'on a quand même des taux d'accord qui ne sont pas aussi élevés que ce qu'on pourrait le souhaiter. J'y reviendrai peut-être après. Voilà, le taux d'accord. Donc, vous voyez, en fait, on est aujourd'hui dans les médiations à l'initiative du juge sur cet écran. Si on prend les deux dernières années, en 2021, on est à 41% de taux d'accord et 52% pour les TA en 2021. Pour les cours, alors vous aurez compris que les cours administratifs d'appel, elles ordonnent un petit peu moins de médiation, forcément, parce qu'il y a déjà eu un jugement du tribunal, mais pour autant, il y a des cours qui sont vraiment dynamiques. D'ailleurs, j'ai vu que dans les commentaires, quelqu'un disait qu'elle avait fait une médiation à l'initiative des parties pour une cour. Donc, je crois que c'est tout à fait un indicateur que la médiation, elle peut exister à tout moment. C'est vrai que nous, on va plutôt identifier les requêtes quand elles arrivent. C'est ça que peut-être est intéressant pour vous, pour les médiateurs. On identifie les requêtes à leur arrivée au tribunal. On sait qu'on va mettre un certain temps à les juger, mais c'est là qu'on va les proposer à la médiation, dans les premiers mois en fait. Donc ça, c'est un des facteurs clés de succès pour la médiation administrative, c'est qu'il y ait des taux d'accord élevés, puisque forcément, on voit que la médiation est utile. Les dossiers sortent, donc pour moi, c'est un premier des indicateurs vis-à-vis des magistrats pour leur dire, regardez l'utilité de la médiation. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va essayer de cibler les matières dans lesquelles ça fonctionne. Donc, c'est la slide suivante. Peut-être dire un mot de pourquoi le taux d'accord est un peu moins élevé que ce qu'on annonce traditionnellement en médiation, qui est de l'ordre de 70%, si je ne m'abuse. 70, 75, voire 80% de réussite. Et là, on a un taux d'accord qui est nettement moins élevé. Exactement. Donc, c'est perturbant. Alors moi, je l'explique. Donc, déjà, il y a des questions de tradition, de négociation. Effectivement, lorsque l'administration arrive avec ses prérogatives de puissance publique, ce n'est pas évident qu'elle les mette de côté et qu'elle commence à faire des concessions. Donc, déjà, ça, progressivement, c'est un obstacle qui va être levé parce que je pense que la culture de la négociation commence à imprégner les administrations, notamment dans des matières telles que les marchés publics. Mais moi, j'ai identifié quand même 3 facteurs qui font que structurellement, le taux d'accord est moins important dans la sphère privée. Tout d'abord, c'est la prégnance de l'ordre public. Effectivement, on a quand même en droit administratif l'ordre public qui est quand même assez large. Je vous donne un exemple. J'ai eu une médiation un jour en marché public où l'entreprise se plaignait d'avoir été évincée et disait « mais si vous me donnez le marché public suivant, il n'y a pas de souci, je laisse tomber le… » Non. En droit privé, ça aurait été complètement envisageable. Voilà, c'est la personne qui embauche l'entreprise qui décide. En droit public, c'est totalement inenvisageable parce qu'il y a une procédure de publicité et de mise en concurrence. Donc, premier facteur, la présence quand même de l'ordre public qui pèse un petit peu dans les discussions. Deuxième facteur, on en parlait, c'est la publicité, c'est-à-dire qu'il y a la confidentialité, bien sûr, mais qui va être largement aménagée puisque les personnes
personnes qui sont présentes en médiation vont devoir rendre compte au décideur si celui-ci n'est pas à la médiation. Et quand bien même celui-ci est à la médiation, lorsqu'il s'agit du maire ou d'un président de conseil départemental, cette autorité exécutive va devoir rendre compte à son assemblée délibérante. Ça va être inscrit à l'ordre du jour, délibéré, publié, transmis à la préfecture, etc., etc. Pour les établissements publics de l'État, ça va être validé par le Premier ministre. Il y a des comités ministériels de transactions en administration centrale. Donc, tout ça, ça fait que on ne décide pas en catimini dans son coin. Donc, on est peut-être plus prudent sur ce qu'on va concéder ou pas à l'autre partie. Et le dernier facteur que moi j'ai identifié, c'est la peur du précédent. C'est dire, oui, mais si je vous donne cette promotion, il va falloir aussi la donner à vos autres collègues parce que justement, c'est public et que les autres vont en avoir connaissance. Et à ce sujet, je souligne que les protocoles transactionnels, une fois qu'ils sont conclus, deviennent des documents administratifs communicables à tout citoyen qui en ferait la demande. Donc, du coup, c'est vrai que c'est des freins certains par rapport à ce taux d'accord, je pense, que l'on constate. Oui, merci pour ces explications extrêmement claires. Mais nous avons confiance, le taux de réussite de la médiation administrative va monter en flèche avec le nombre de médiations. Alors, ce que je voudrais préciser, parce que ça, c'est quand même un de mes dadas, c'est qu'on voit bien dans les slides que vous avez présentés juste avant, c'est que il va y avoir une montée en puissance du nombre de médiations avec quand même ce 1% requis sur des chiffres qui sont quand même impressionnants de litiges administratifs. Donc, on a bel et bien besoin de médiateurs dans l'administration, c'est-à-dire de médiateurs administratifs. Oui. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça me fait plaisir parce que c'est un gros développement de l'administration, de la médiation administrative. J'avais assisté aux états généraux de la médiation administrative avant tous nos événements Covid et confinement et compagnie. Et j'avais été absolument saisie de l'enthousiasme, de la force du démarrage de la médiation administrative qui était vraiment affirmée. Et c'était extrêmement plaisant à voir en tant que médiatrice très désireuse de participer au développement de la médiation. Là, j'ai vu que ça partait tout seul, quoi. Donc, c'est en cours et ça va se développer de façon vraiment importante. Donc, on va vraiment avoir besoin, vous allez vraiment avoir besoin de médiateurs. Oui, on va en avoir besoin et on va avoir besoin de médiateurs, c'est vrai, formés peut-être à la médiation administrative, en tout cas qui aient un peu un bagage pour compléter peut-être leur expérience ou leur formation de médiateur généraliste. C'est vrai que je crois que c'est un des éléments qui va vous permettre à vous, médiateurs, d'être référencés par les tribunaux. Aujourd'hui, on a tous un peu nos petites listes. Donc, proposez vos candidatures aux tribunaux, on va vous répondre. Parfois, on met un peu de temps. Encore une fois, mes excuses. Moi, j'en ai 2 ou 3 auxquels je dois répondre ces prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Il y aura vraiment des besoins. Il y a vraiment des besoins. Il y en aura de plus en plus. Oui. Et là, aujourd'hui, ça reste peu, malgré tout, à l'échelle de la totalité de nos requêtes. Je vous disais, nous, à Cergy, là, cette année, on a un objectif. Si on arrive à faire 100 médiations, c'est peu par rapport aux 15 000 requêtes qui rentrent. Donc, il y a vraiment un vivier pour des médiateurs. Il y a peut-être un peu un coût d'entrée. Je ne le cache pas. Et puis, il y a aussi peut-être ces barrières à passer. Et nous, on continue notre acculturation. Donc, effectivement, dans cet enthousiasme de certains, avec des personnes comme Elsa qui œuvrent pour faire connaître aussi la médiation administrative. Moi, je m'y emploie également. Donc, voilà, soyez assurés qu'on vous accueillera avec plaisir pour développer nos médiations. Il est temps qu'on présente aussi, alors on a bien senti du coup ce besoin de formation en médiation administrative et donc au CEMA nous montons une formation qui sera un certificat de médiation administrative qui s'étalera sur 5 jours
Nous allons mettre le premier en place à la fin de cette année 2022, vers le mois de novembre. Donc, nous publierons évidemment dessus. Elsa, je ne sais pas si tu veux en dire plus sur cette formation, mais elle sera vraisemblablement à cheval entre novembre-décembre 2022 et janvier 2023. Pour justement participer à cette montée en nombre de médiations et donc que les tribunaux administratifs aient en face d'eux des médiateurs qui soient formés suffisamment pour que tout le monde fasse le même travail en même temps. De votre côté, Ève, il va y avoir ce besoin de communiquer à l'intérieur des juridictions administratives pour faire connaître les bienfaits de la médiation. Et nous, médiateurs, nous faisons cette montée en puissance dans la formation pour symétriquement dire nous sommes là et nous avons toutes les qualités de sérieux, de compétences et de connaissances suffisantes pour répondre à la demande qui va être faite de médiation. Oui, alors pour préciser, c'est effectivement un certificat dont l'ambition est d'être au plus proche du terrain. Donc, il y aura une partie théorique parce que, il y a un certain nombre de mécanismes et de procédures à connaître. Mais surtout, notre ambition, c'est de mettre en place des échanges avec des référents médiation qui vont intervenir à tour de rôle et qui vont proposer sans doute des visites au sein des juridictions, assister à une audience et mesurer la distance qu'il y a entre les médiations, les audiences, pourquoi la médiation peut être intéressante. Donc voilà, on voudrait vraiment développer ce volet pratique, mais on vous tiendra bien sûr informé. Alors, excuse-moi, Elsa, je précise que c'est une formation complémentaire pour ceux qui sont déjà médiateurs. Ce n'est pas médiateur en 5 jours. Non. Elle s'adresse vraiment, alors il y aura peut-être un peu plus que 5 jours avec le côté pratique, mais effectivement, elle s'adresse déjà à des médiateurs qui maîtrisent les techniques de médiation et qui veulent intervenir dans la sphère publique, dont on a essayé de souligner tout au long de ce webinaire les spécificités pour savoir où ils mettent les pieds, comment identifier leur interlocuteur, ne pas être décontenancé si les procédures de validation durent et comment interagir aussi avec les tribunaux administratifs et les cours administratifs d'appel. Donc, je voyais Vincent, oui, qui disait le tableau des matières. J'ai vu que tu avais répondu. Oui, du coup, j'ai répondu pendant que tu parlais de ça. Voilà. Ouais. Alors, le tableau des matières, c'est dans lesquels il y a eu un accord. Donc, sur tous les dossiers que je vous ai montrés, dans lesquels il y a eu un accord en 2021 dans tous les tribunaux et les cours, ça a concerné donc majoritairement les litiges entre des fonctionnaires et des agents publics. Donc ça, c'est vraiment les litiges avec l'employeur sur tous les domaines de la relation avec les employeurs. Le travail, ça concerne des litiges notamment avec Pôle emploi ou des litiges qui concernent des salariés protégés. Donc ça, c'est un point important. On a bien sûr le grand point urbanisme-aménagement, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses relatives au permis de construire, au voisinage. Donc là, c'est vraiment des matières qui s'y prêtent. Les marchés, les contrats, mais comme l'urbanisme, peut-être que certains d'entre vous auront compris que ce sont déjà des thématiques dans lesquelles on trouve classiquement de la négociation. Les gens transigent, essayent de transiger dans ces matières-là. Et les aides sociales, ça c'est assez vaste, c'est des litiges très divers sur différents points particuliers, mais c'est vrai que ça, c'est les principales matières dans lesquelles il y a eu des accords. Mais dans les tribunaux administratifs, je vous invite, parce que là, le temps presse, donc je vous invite à aller regarder, par exemple, il y a des sites internet sur la juridiction administrative, regardez toutes les matières pour lesquelles il peut y avoir un litige et vous allez voir en fait les thématiques sur lesquelles vous pouvez intervenir en tant que médiateur. Alors peut-être avant de nous quitter, un petit dernier exercice interactif, un petit nuage de mots si vous avez envie.
sur avec quoi vous repartez, que gardez-vous de ce webinaire, enfin voilà, des choses que vous souhaiteriez partager avec nous. Voilà, donc je le laisse, enfin je ne partage pas l'écran, mais je le laisse pour si chacun veut partager des compliments, des critiques aussi, des suggestions. Oui, des suggestions, des propositions. C'est une matière qui, vous l'aurez compris, je me permets de le redire, c'est en constante évolution. Hein, c'est pas figé. Nous sommes dans les tribunaux, les magistrats, nous sommes dans des modes de fonctionnement particulièrement cadrés, contraints. Voilà, le contentieux, il y a de la jurisprudence, on a l'habitude de travailler. C'est vraiment voilà, des thèmes dans lesquels c'est cadré. Et la médiation dans les tribunaux, c'est en constante évolution. Il faut la faire vivre. On ne la fait pas tous vivre de la même manière, c'est vrai. Donc moi, je vous ai témoigné de la manière dont je le faisais et puis aussi du dynamisme qu'il pouvait y avoir au sein du comité JAM, qui est porté par un délégué national. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel, si vous ne vous impliquez pas tout de suite, vous pourrez avoir le temps dans les années qui viennent de vous impliquer. Parce que ça va continuer à monter en puissance, mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine et on en a besoin. Oui. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Alors, Ève, là, on a eu des petits problèmes de ralentissement de ta voix. Le réseau, il est 20h bientôt. C'est pour ça, le réseau est fatigué. C'est ça, là, il faut arrêter. Bon, je disais juste que voilà, qu'il fallait non, mais on continuer. On t'a suivi quand même. Écoutez, j'ai ressenti beaucoup d'enthousiasme. Il y a eu beaucoup d'interactivité. J'ai l'impression qu'on aurait pu encore échanger pendant une demi-heure. Hein. J'ai un petit sentiment de frustration parce qu'on aurait pu continuer, mais nous ne pouvons pas le faire. En tout cas, je voudrais vraiment remercier nos deux merveilleuses intervenantes, Elsa Costa et Ève Coblence. Merci beaucoup. J'ai pris un grand plaisir à faire ce webinaire avec vous sur ce thème qui m'est cher. Hein. Je crois que nous avons eu beaucoup d'interventions, beaucoup de questions, beaucoup d'observations et ça a été donc très vivant. Je voudrais dire que le prochain webinaire aura lieu le samedi 21 mai, donc toujours 18h30, 20h. Ce sera sur le thème de l'intelligence collective et je pense que ça va être aussi passionnant en présence de Charlotte Dupeyrat et animé par notre président du CEMA, Bertrand Delcourt, que je salue. Et donc, ce sera dans 2 mois. Nous avons plein d'autres idées de webinaires à vous soumettre. N'hésitez pas à nous faire part de vos idées également. Hein, plus elles colleront à vos besoins, mieux ce sera. Et puis, je crois que vous connaissez l'enthousiasme de tous les membres du CEMA, médiateurs passionnés et toujours en réflexion. Donc, on va vous quitter. Merci encore à vous, Elsa. Merci, Ève. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour ton animation dynamique. Merci à Catherine Emmanuel aussi pour son ouverture d'esprit qui permet vraiment d'accueillir les bras ouverts toutes les innovations qui se présentent en matière de médiation. Et merci à Hélène aussi qui est en coulisses et qui permet vraiment que ça se déroule de façon techniquement très efficace. Nous ne voyons jamais, mais qui est totalement indispensable. Merci Hélène. Oui, merci à toutes. Merci, bonne soirée, bon week-end et donc à très bientôt et bonne médiation entre-temps à tous. Administrative. À bientôt, bonne soirée.